Bienvenue dans cet événement en ligne. On est ravis de vous accueillir. Je suis Aude Sartre. En l'absence de Sarah Schoenfeld, je me charge de la direction de l'établissement national du comité 21 et je vais animer l'heure et demie qu'on passe ensemble. Éléonore, que vous venez d'entendre, rebonjour Éléonore, est en coulisses et s'assure, comme vous avez pu le constater, du bon déroulement technique. Comme vous le savez tous, c'est demain que démarre le Forum politique de haut niveau. On a profité de cette occasion pour vous présenter le fruit des travaux lancés en décembre dernier par le comité 21. Cette note de décryptage, elle est rendue publique aujourd'hui. Et ces travaux avaient deux objectifs. Un, traduire les enjeux de l'ODD 17 et deux, illustrer avec des exemples pour vous permettre de vous figurer concrètement ce qui relève de cette ODD en termes d'action. On a la chance d'avoir avec nous un représentant pour chacune des organisations qui a participé à la rédaction de cette note. Je crois que la plupart d'entre vous êtes là. Valérie Dumontet pour Cités Unies France, Charles Benoît Etzig pour le Rameau, Thibault Larose pour Convergence, Johannes Krasnitzer pour le PNUD, Franck Fortuné pour la CIRMA, Niels Pedersen pour la Fonda, Xavier Dargueuf pour le MEAE et bien sûr Bettina Laville, présidente du comité 21. Cette note, on l'a voulu concrète. Alors, on a pensé construire ce moment ensemble avec un fil conducteur qui se résume par quelle manière d'agir et un découpage en thématiques, par thématique, pardon, avec des thématiques comme la finance, le commerce, la technologie, les politiques, entre autres. Ce webinaire, il va se dérouler de la manière suivante. Dans un instant, je vais donner la parole à Bettina, qui va vous expliquer comment et pourquoi on a fait ce travail. Après Bettina, Johannes Krasnitzer partagera avec nous ce qui a motivé le PNUD à participer à cette démarche. Et après, chacun des co-auteurs fera une intervention pour traiter une thématique particulière, comme je vous le disais. On poursuivra avec un échange d'une vingtaine de minutes où vous pourrez poser des questions, faire des commentaires, échanger avec les co-auteurs. Et voilà, Bettina, je te passe la parole, c'est à toi. Merci Aude. J'en profite pour dire à tout le monde que tu as accepté de remplacer pendant 6 mois Sarah Schoenfeld, qui est en congé de maternité d'ailleurs qui a vu son bébé naître il y a donc maintenant une grande semaine, et que tu vas rester avec nous avant qu'elle revienne jusqu'à fin janvier. Maintenant, tout le monde te connaît, je pense, peut-être pas tous les personnes qui assistent, et donc nous t'en remercions. Alors effectivement, le comité 21, vous savez, s'est beaucoup engagé pour les objectifs de développement durable, en l'occurrence sous 3 manières. La première, c'est les faire connaître en France. Et nous organisons un tour de la France des objectifs de développement durable. Nous avons déjà visité une bonne dizaine de régions, de villes, etc., de manière très diverse d'ailleurs sur le territoire. Et nous avons la seconde partie, évidemment, à visiter, puisque nous avons un contrat là-dessus avec l'AFD, que nous remercions d'ailleurs parce qu'elle nous accompagne. Bien entendu, on a été un peu arrêté dans notre élan avec les différents confinements, mais on a pu quand même, et on pourra honorer le programme. D'ailleurs, là, ce qu'on voit et qui est très intéressant, c'est qu'il y a en fait une grande différence d'approche. Certaines personnes, certaines associations, certaines collectivités prennent notre Tour de France comme une occasion de parler de développement et de partenariat entre les collectivités. D'autres voient ça sous l'angle, en fait, plus de l'environnement. Et encore une fois, même 25 ans après la conférence de Rio,
la synthèse entre l'environnement et le développement, même sur un territoire développé, a toujours besoin d'être faite. La deuxième manière d'aborder les ODD, c'est évidemment la participation au HPLF. Nous y participons d'ailleurs dans 2 jours, par visio, bien sûr. Et cette participation, ça a vu notre organisme, avec d'autres, faire partie des délégations officielles. Alors, évidemment, là aussi, pas l'année dernière. Vous savez que cette session qui s'ouvre demain du HPLF est, je dirais, particulièrement cruciale parce que c'est un HPLF après. Peut-être qu'il y a 15 jours, j'aurais dit après, en même temps que la pandémie. Et donc, évidemment, les objectifs ont pris du retard. Et là, les appels du secrétaire général de l'ONU sont extrêmement prégnants là-dessus. La troisième manière, c'est celle-ci, c'est de participer à l'information. Et donc, nous avons pensé que sur l'ODD 17 particulièrement, il fallait, avec d'autres qui sont tous là aujourd'hui, je les en remercie beaucoup parce qu'ils ont répondu à notre appel de manière extrêmement active et mobilisée, faire une note, parce que finalement, cet ODD 17, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le couronnement des objectifs de développement durable? Est-ce que c'est un ovni, c'est-à-dire celui où on met tout ce qu'on n'est pas arrivé à mettre dans les 16 autres? Ou bien est-ce que c'est finalement l'épine dorsale qui a permis, c'est historiquement vrai, en l'occurrence pendant la négociation des objectifs de développement durable, qui a permis aux pays en voie de développement de rejoindre tous ces objectifs, étant donné qu'ils sont beaucoup faits pour eux au départ et que maintenant ils sont faits, c'est la grande première de l'Assemblée générale de septembre 2015, où les ODD ont été approuvés par l'ONU, c'est la grande première de 2015, ça concerne absolument tout le monde, c'est pour ça qu'on passe des objectifs de développement aux objectifs de développement durable. Mais l'ODD 17 est celui que les pays en développement réclamaient, parce que c'est l'ODD, évidemment, des partenariats, je vais y revenir, mais c'est aussi l'ODD qui permet de traiter cible par cible, on le verra, des problèmes de développement. Alors, comment avons-nous procédé? D'abord, on a rassemblé les associations, les ONG, en fait, tout le non-gouvernemental, avec bien entendu les collectivités qui se sont engagées avec nous dans cette marche française des ODD et qui, comme nous, pensaient que l'ODD 17 était mal connu, finalement peu employé à sa juste valeur, et demandait par conséquent à la fois une note d'éclaircissement général, peut-être de mise en perspective, et aussi des précisions sur chaque cible. Il y en a 19, elles sont donc importantes, qui d'ailleurs couvrent un champ assez extraordinaire, puisqu'elles couvrent à la fois le champ scientifique, le champ de partenariat, le champ financier, le champ des objectifs de développement, le champ numérique et finalement le champ des moyens. En fait, l'ODD 17, c'est un ODD de moyens pour réussir les autres. Alors, merci à toutes les organisations que Aude a citées d'être venues avec nous. Ce que je voudrais dire, c'est que la manière un petit peu dont on a procédé, et je voudrais d'ailleurs en remercier pour fidéliser Aude et Éléonore. Sarah Schoenfeld s'est beaucoup engagée donc dès le début de l'année pour faire cette note. Donc c'est notre équipe. Avec en plus la participation du comité 21 Pays de Loire, avec Marie Labousset et d'autres que vous allez entendre. Donc, en fait, c'est l'équipe du comité 21 qui a coordonné tout le monde, mais tous nos partenaires se sont beaucoup mobilisés. Alors, en fait, ça a été un peu difficile de choisir sa cible pour tous. Donc, on a un peu tiré au sort, mais on a tiré au sort, comment dirais-je, dans une optique de rationalité d'une part et d'engagement
des organismes sur leurs sujets favoris. Voilà. On a finalement demandé des contributions. Chacun a écrit sa cible et donné des exemples. On a beaucoup insisté sur la recherche d'exemples. Et comme vous le voyez, vous le verrez dans le document, les exemples sont assez riches. Alors, ce qui est de très frappant, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les exemples ont évolué pendant qu'on écrivait la cible en matière de politique de développement. Et bien entendu, qu'on en soit heureux ou pas, qu'on trouve ça un grand début historique, c'est mon cas, ou qu'on trouve ça insuffisant, quelque part c'est mon cas aussi, parce que euh, in progress, comme on dit, eh bien, comment dirais-je, toutes les mesures de la fiscalité internationale qui ont été prises depuis 3 mois nous ont fait évoluer dans la rédaction, et c'est encore une preuve que l'ODD 17 est un objectif de développement durable d'actualité et qui peut répondre à un certain nombre des innombrables défis que nous avons à relever. Donc, on a procédé de cette façon. Le comité 21 a coordonné l'ensemble. Nous avons, nous, au comité 21, rédigé la seconde partie, c'est-à-dire un petit peu la note de problématique. Voilà donc le document. Alors, peut-être, Aude, vais-je dire un mot de cette note problématique tout de suite, avant qu'on passe aux cibles? Tout à fait. Parfait. Alors, en fait, cette note de problématique, je voudrais commencer par là tout simplement parce qu'elle a une première partie un peu historique. Nous nous sommes attachés à finalement interroger le mot partenariat, puisque finalement, pas les deux derniers, mais deux des derniers objectifs, en l'occurrence de l'ODD 17, parlent des partenariats. On y viendra tout à l'heure. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que l'ODD 17, c'est considéré comme l'ODD du partenariat, et puis finalement, il n'y a que 2 cibles qui y sont exclusivement consacrées. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que le partenariat est en fait une expression, un objectif, un idéal, un moyen qui jalonne nos 30 ans d'histoire de développement durable. Et ça, je crois que c'est quelque chose dont il faut se souvenir. Du coup, je dirais que l'ODD est l'aboutissement, ces cibles de partenariat de l'ODD 17 et l'ODD 17, c'est un aboutissement, en fait, de toute la politique internationale de partenariat qui s'est construite. Voilà. Alors, les 2 cibles, c'est renforcer le partenariat mondial pour le développement durable et encourager et promouvoir les partenariats publics. C'est les cibles 15 et 16. Alors, il faut se souvenir du texte de l'Assemblée générale de l'ONU du 25 septembre 2015 qui avait défini ce que c'était que les partenariats, en l'occurrence en disant, je cite, « L'ampleur et la portée du nouveau programme appellent un partenariat mondial revitalisé qui en assurera la mise en œuvre. » On retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le partenariat mondial et la mise en œuvre. Nous nous y engageons. Ce partenariat fonctionnera dans un esprit de solidarité mondiale, en particulier pour les plus pauvres et avec les personnes vulnérables. Il facilitera un engagement mondial fort au service de la réalisation de tous les objectifs et cibles, rassemblant ainsi les gouvernements, le secteur privé, la société civile, le système des Nations unies et les autres acteurs concernés, et en mobilisant toutes les ressources disponibles. Vous voyez, en fait, il y a tout dans cette phrase. Il y a le partenariat, il y a la solidarité, il y a évidemment toutes les cibles développement, puisqu'on parle des plus pauvres et des personnes vulnérables. Il parle, en l'occurrence, de tous les acteurs, et c'est bien pour ça qu'il y a des cibles qui parlent vraiment du partenariat multi-acteurs et de la manière dont on incarne dans le système de l'ONU le multi-acteur, et bien entendu, en mobilisant toutes les ressources disponibles, c'est le partenariat des financements. Bon. Je voudrais simplement rappeler que dès la déclaration de Rio, le mot partenariat mondial
était cité. Donc, ce mot a maintenant presque 30 ans, enfin 30 ans l'année prochaine. En l'occurrence, dans la déclaration de Rio, je cite, un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des niveaux de coopération nouveaux entre les États, les secteurs clés de la société et les peuples. Bon. Et également, dans l'article 7, en l'occurrence, on reprenait le mot de partenariat. Même chose, 20 ans plus tard, à Johannesburg, le paragraphe 18 disait « Nous nous félicitons que le sommet de Johannesburg ait été axé sur l'universalité de la dignité humaine et nous sommes résolus grâce à l'adoption de cibles et de calendriers précis, mais aussi à l'établissement de partenariats, à faire en sorte que des populations de plus en plus nombreuses, etc., bénéficient en gros du bien commun. » Bon. Et ce qui avait d'intéressant, c'est que la déclaration de Johannesburg précisait la nécessaire dimension régionale des partenariats dans son paragraphe 23, avec les formations d'alliances et de groupements régionaux plus puissants. L'accord de Paris ne reprend pas le terme de partenariat, alors que, en fait, la Convention de 92 avait parlé de partenariat et plus exactement de coopération volontaire, en l'occurrence. Mais la COP 22, ce n'est pas la COP 21, mais la COP 22 de Marrakech reprendra le terme de partenariat avec le partenariat pour l'action climatique globale. Bon. Il y a toutes sortes aussi de conférences environnementales qui ont suscité des partenariats. Vous verrez dans la note, nous les citons, bon, je ne vais pas les citer ici, mais en fait, ce partenariat mondial n'est pas un terme nouveau, mais c'est la première fois qu'il est, je dirais, sanctifié dans un texte, en l'occurrence, global. Dont la France, d'ailleurs, dans tous les One Planet Summit, reprend ce terme de partenariat. Il faut saluer le réseau Action Climat, en l'occurrence, qui a défini ce que c'est que ce partenariat particulier, qui est une coalition multi-acteurs, qui, par exemple, facilite la coopération entre différents types d'acteurs, met en lumière des secteurs et des problématiques en manque de régulation et est un outil collectif de mise en œuvre de décisions publiques pour aider les États. Voilà. Et en l'occurrence, vous avez, on ne le sait peut-être pas assez, la Commission a publié ce qu'on appelle des règles partenariats dans le règlement, dans un texte qui s'appelle le règlement délégué. Il est évidemment très bien indiqué dans le texte que nous présentons. Cette date de 2014. Et en fait, c'est une sorte de code de conduite européen sur le partenariat qui, comment dirais-je, définit une période de préparation. Ensuite, l'accord du partenariat, quand les États membres fournissent aux partenaires tout ce qu'il faut pour préparer. D'autre part, est bien indiqué le rôle des partenaires dans le suivi, l'évaluation, etc. Donc, en fait, on a vraiment un arsenal, en l'occurrence. Et à partir donc de ce texte de partenariat, nous avons considéré que finalement, ce que arrivait à faire, on l'espère, cet ODD 17, c'est de la coproduction et la mise en pratique de l'intelligence collective avec cette question un peu vertigineuse: qu'est-ce qu'un partenariat mondial pour 8,5 milliards d'habitants en 2030? Ça, c'est quand même une vraie question. Eh bien, finalement, malgré tout ce qui nous attend, si j'ose dire, on a considéré tous ensemble qu'on pouvait y arriver à cause justement de cette montée, de cette reconnaissance de l'intelligence collective qui, évidemment, permet de mettre en exergue le développement des idées, la validation, la juxtaposition, la listage et la co-construction. Alors, nous avons présenté un petit schéma, nous sommes revenus sur la notion de multi-acteurs
qui aujourd'hui s'étend à de plus en plus de partenaires et qui prend de plus en plus d'importance. Nous avons la chance, par exemple, de faire partie, comme beaucoup d'entre vous, de la coalition Climate Change. Eh bien, pour le climat, il est évident que le multi-acteur pèse de plus en plus. Il y a eu 2 forums en Afrique cette année. Il pèse dans les conventions climat. Et finalement, c'est de toutes les conventions, de tous les partenariats, de toutes les alliances annoncées lors de la COP 21, c'est certainement lui qui est le plus innovant et qui marche le mieux. Et je voudrais, en l'occurrence, lui rendre hommage. Alors, on a un peu philosophé aussi au comité 21 dans ce texte. On a rappelé d'ailleurs la définition qui est donnée par Elinor Ostrom. Qu'est-ce que la coproduction? Je cite, c'est le procédé à travers lequel les contributions pour produire un bien ou un service sont opérées par des individus qui ne sont pas dans la même organisation. On voit que des économistes comme Ostrom, des philosophes, j'en parlerai tout à l'heure, se sont toujours interrogés sur finalement l'espèce de schéma collectif des intelligences qui pouvait amener à la coproduction. Rosanvallon en a parlé, on le rappelle, beaucoup de personnes, etc. Et en fait, on a 10 ans maintenant de coproduction depuis Johannesburg, parce que c'est Johannesburg qui a donné le la du partenariat mondial. Je cite par exemple le paragraphe 53 sur le rôle des ONG et la déclaration de Johannesburg notait la contribution précieuse, potentielle et effective des organisations non gouvernementales à la promotion du développement durable du fait de leur expérience longue et variée, de leur savoir-faire et de leur capacité, notamment en matière d'analyse, de partage de l'information et du savoir, de promotion du dialogue et d'appui à la mise en œuvre du développement durable. Mesdames, Messieurs, vous qui êtes dans les ONG, on peut se faire des compliments quand on a apporté de main ce paragraphe de la Convention de Johannesburg. Je n'oublie pas le secteur privé qui prend une importance accrue, dont à titre personnel, je considère qu'il apporte souvent des novations depuis 2 ans et surtout en ce moment où les États sont un petit peu bloqués dans les négociations climat et biodiversité, des choses tout à fait importantes. Et surtout aussi, et ça je voudrais vraiment le dire, les collectivités locales. J'étais la semaine dernière au forum de CUF, en l'occurrence. Nous avons fait une avant-première modeste, mais en plénière, de cette note et de l'ODD 17 avec quelques-uns de nos partenaires. Et nous avons vu que les collectivités locales, eh bien, cette ODD 17 faisait sens pour elles, tout simplement parce que finalement, c'est leur quotidien. On fait un peu de l'ODD 17 sans le savoir quand on anime une collectivité locale. Voilà. Alors, on a terminé en l'occurrence cette note qui est une note qui devait être introductive, finalement elle est conclusive parce qu'on a voulu vraiment insister sur les aspects concrets des cibles qu'on va maintenant vous présenter. On s'est demandé ce que c'était qu'une intelligence collective monde et quelles étaient les conditions pour que cette intelligence collective s'épanouisse. On a cité la maîtrise de la violence, on a cité la confiance, on a cité le recours au savoir, le respect du savoir. Autrement dit, pas le complotisme, ça y est, je l'ai dit, pardon, de l'intelligence et de la science pour tous, et en fait, une intelligence collective qui s'incarne dans des partenariats concrets, et là-dessus, d'ailleurs, je voudrais saluer parmi tous nos contributeurs, tous nos alliés sur cette cible, les contributions du rameau qui, à chaque fois, vont plus loin dans les modalités de la construction du bien commun. Alors, on s'est fait un peu plaisir en vous offrant la notion de monde compossible. Alors ça vient
d'un philosophe qui ne connaissait pas le réchauffement climatique parce que c'est Leibniz, donc si vous voulez, il était encore en paix, lui, sur ces questions-là. Mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé cette expression compossible parce que finalement, ça me paraît résumer l'époque. C'est-à-dire que nous savons que nous ne ferons pas tout. Les ODD, nous ne remplirons pas, surtout avec la pandémie, toutes les cibles. Ça, je crois on le sait bien. En revanche, ça devient possible quand on est tous ensemble, tandis que quand on travaille par silo, ce n'est pas possible. Donc, ce compossible, cum avec est possible, m'a paru tout à fait résumé en l'occurrence. Et allez, je vais citer Leibniz carrément. Si l'on regarde l'univers comme une collection, on ne peut pas dire qu'il puisse y en avoir plusieurs. Cela serait vrai si l'univers était la collection de tous les possibles, mais cela n'est point parce que tous les possibles ne sont point compossibles. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Nous, en fait, on est compossible si on arrive à surmonter toutes les violences ou les inactions, les deux, du monde, en particulier sur le plan du climat et de la biodiversité. Alors, on vous a dit que c'était une note concrète. Alors, jusque-là, vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais la description de toutes les cibles va, j'espère, vous faire prendre conscience que justement, nous avons été très concrets. Nous considérons cette note comme un instrument pour faire. Hein, je crois que le mot faire est aujourd'hui un mot brûlant. Et ce n'est pas après les fuites sur le GIEC, ce n'est pas après les grands incendies de Chypre, ce n'est pas après les températures hallucinantes du Canada et d'autres choses encore qui nous attendent que nous allons baisser les bras. Et je pense qu'il nous faut des méthodes maintenant. Il nous faut quoi? Il nous faut on sait tout maintenant, malheureusement. On a fait les choses assez tôt, mais on sait tout. Et je pense que ce qui est très, très important, c'est d'avoir premièrement une volonté de faire ensemble, donc une volonté de partenariat, et puis une méthode pour faire et pour ne pas s'engager dans des voies qui seraient ou impossibles ou bien au contraire des impasses. Voilà, Aude, ce que j'avais à dire un peu sur la présentation générale. Je le redirai à la fin, mais on n'aurait pas pu faire ce travail sans vous tous. Merci beaucoup, Bettina, pour cette introduction. Johannes Krasnitzer du PNUD, je vous passe la parole pour que vous nous disiez ce qui a motivé le PNUD à s'unir à ce travail d'intelligence collective. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation de contribuer à la note et même pour participer dans cet lancement aujourd'hui. Je pense que même le groupe de travail qui a travaillé sur cette note-là, lui-même est un bon exemple de partenariat multiniveau et multi-acteurs. Je pense que la note, c'est un outil opérationnel qui peut sensibiliser l'importance des partenariats multipartites pour réaliser l'agenda 23 et surtout, il peut aider à renforcer la coopération entre toutes les parties prenantes. Il peut vraiment inspirer des actions concrètes, c'est important, et créer des partenariats pour atteindre l'agenda 2030. Nous valorisons les initiatives composées des partenariats qui sont attachés aux valeurs fondamentales de l'agenda 2030 et prenons ensemble des mesures pour soutenir sa mise en œuvre. Le PNUD peut profiter des réseaux solides et vastes pour faire connaître la note à de nombreux acteurs basés dans différentes parties du monde et faciliter la construction des partenariats et l'échange des connaissances et des expériences sur, dans notre cas, la localisation de los ODD. Mais pour aller un peu à l'histoire, déjà au début du processus des ODD, il y a 8 ans, dans le dialogue post-2015, qu'on s'appelle là-bas, le PNUD, avec ses partenaires comme le CGLU, a implémenté un dialogue sur la localisation de l'agenda post-2015. Un important message qui ressort de ce dialogue-là, en plus de 20 pays, soulignait que les partenariats
partenariats multiniveaux et multi-acteurs sont les ciments de la mise en œuvre des ODD, également au niveau local. Cela a été aussi reconnu par le groupe de travail ouvert qui, dans sa proposition pour les ODD, a inclus au moins 2 cibles sur les partenariats multipartites dans le cadre des objectifs 18. Depuis ces moments-là, le PNUD a travaillé pour établir une alliance forte vers la localisation de l'agenda 2030. C'est clair que la résolution des problèmes complexes nécessite l'intégration des capacités réparties entre les échelles, les secteurs, les domaines et les niveaux des organisations sociales et des systèmes de gouvernance. Le PNUD, dans les divers pays où on nous travaille, a facilité la mise en œuvre des cadres institutionnels locaux. Ces cadres étant la pièce maîtresse du système de développement local intégré, aider à créer les conditions nécessaires au niveau local permettant Nous avons un petit problème de connexion avec Johannes. Tout le monde a ce même problème? Oui. J'attends quelques secondes de voir si ça se remet à fonctionner. Johannes, on ne vous entend plus et votre image est figée. Je vais peut-être du coup passer la parole à Marie. Marie Labousset, donc on va plonger maintenant dans les thématiques traitées par cette ODD 17. Marie Labousset, tu es donc chef de projet animation du réseau au sein de l'établissement Grand Ouest du Comité 21. Tu as participé activement à la rédaction de cette note et tu vas nous apporter un éclairage sur l'aspect finance, c'est-à-dire les cibles 1 à 5 de cette note. Je t'en prie, je te passe la parole. Tout à fait, merci Aude. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, j'ai eu le privilège de participer à la rédaction de cette note qui me paraissait tout à fait intéressante suite à un certain nombre d'ateliers qu'on a pu organiser, nous, en région, autour des ODD. Et on se rend compte qu'il y a une sorte de fascination pour l'ODD 17 et en même temps un peu une peur de cette ODD qui a l'air de comprendre beaucoup de choses et en même temps, on ne sait pas trop comment le traiter. Quand on parlait d'ODD 17, on entendait souvent partenariat, concertation, co-création. Et c'est vrai qu'on abordait assez peu finalement les questions de la finance, notamment alors que justement il y a quand même sur les 19 cibles, 5 cibles qui sont sur cette question de la finance. Pour ça, c'est assez intéressant de voir que voilà, il y a quand même pas mal de choses sur ce sujet-là. Alors évidemment, aujourd'hui, je ne vais pas vous décrire les 5 cibles dans leur ensemble et dans le détail les exemples, mais en tout cas vous donner un petit peu à voir le pourquoi ces cibles sont importantes à la suite de notre travail et puis qu'est-ce qu'on entend derrière ces questions de la finance. Effectivement, on se rend compte que forcément, si des pays ont des difficultés financières, il y a des choix qui doivent être faits. Ça va être difficile pour un pays qui a déjà du mal à donner un niveau de vie décent à sa population, d'agir sur les 17 objectifs. Parfois aussi, on a donc des moyens qui sont restreints et on voit vite effectivement que c'est difficile de s'engager vers plus de durabilité. Donc finalement, ce qui ressort de cette ODD, c'est qu'il y a une solidarité qui est indispensable entre les pays pour venir en aide, notamment aux pays en développement et aux pays les moins avancés, pour pouvoir atteindre ces 17 objectifs de développement durable, puisqu'on n'y arrivera pas tout seul, avec seulement quelques pays engagés. Et c'est donc la responsabilité des pays développés de pouvoir venir en aide à ces pays qui ont des difficultés. Pour venir soutenir financièrement, faire des partages aussi d'expériences pour aller vers un peu plus vers un meilleur développement économique, une amélioration en tout cas des conditions de vie dans ces pays-là. Alors effectivement, on ne part pas non plus de zéro puisqu'il y avait les OMD de 2000 à 2015 qui ont permis une certaine amélioration de la situation économique et
sociale dans les PMA, les pays en développement, avec notamment un recul de la pauvreté. Et c'est vrai que le bilan qui a été fait de ces OND a été finalement, malgré ces améliorations, il y a quand même eu un creusement des inégalités entre les pays. Et on voit donc qu'il y a une amélioration encore, des choses à faire de ce point de vue-là, et notamment sur la question financière. On constate effectivement que les défis financiers restent vraiment prégnants dans les pays les moins avancés, notamment, avec une faiblesse des ressources fiscales, une fuite illicite de capitaux assez récurrentes, et puis des questions de fraude et de corruption qui sont assez prégnantes dans un certain nombre de pays. Les pays en développement, eux, souffrent d'un manque d'investissement chronique et notamment qui freinent leur développement, mais notamment dans le sujet des ODD. Et ce qui est assez, on a justement dans l'une des cibles, on a abordé un chiffre qui est assez parlant, je trouve, financier. Le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, qui a pris la parole en expliquant qu'en réaffectant 1,1% des actifs détenus par les banques, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'actifs, on pourrait mettre en place une finance durable et compatible avec les ODD. On voit qu'il ne s'agit pas d'objectifs on ne parle pas de 50% des finances ou de choses comme ça. Il y a des choses qui sont assez restreintes finalement en termes d'objectifs et qui pour autant sont très difficiles à mettre en place encore aujourd'hui. Je pense notamment, la cible 2 traite beaucoup de l'aide publique au développement avec un objectif 0,7% du revenu national brut qui serait alloué à cette aide publique. Et cet objectif de 0,7% a été mis en place par l'ONU en 1970. Et il y a encore très peu de pays qui ont atteint cet objectif. Donc voilà, on voit que c'est encore un sujet dont on traite depuis longtemps, mais qui est encore difficile à mettre en place. Et on se rend compte que pour atteindre ces ODD, pourquoi, alors Bettina le disait tout à l'heure, cet ODD 17, c'est un objectif de moyen. Parce qu'effectivement, avec plus d'investissement, avec plus de moyens et des finances plus saines, on peut avoir un investissement dans des domaines clés, notamment dans les ODD, pour réorienter en fait les financements vers des activités qui contribuent positivement à un avenir plus durable. On voit d'ailleurs que notamment l'aide publique au développement est nécessaire à un certain nombre de pays, mais aussi d'autres moyens financiers, puisqu'effectivement, dans les 5 cibles que je vous inviterai à lire pour avoir le détail, on va parler notamment de la mobilisation des ressources nationales, avec la capacité notamment des pays à collecter l'impôt et d'autres recettes. On a la question de l'aide publique au développement, dont je viens de parler, mais aussi tout ce qui va être mobilisation des ressources financières supplémentaires type financement innovant, qui traite, on va traiter également de la maîtrise de la dette nationale, donc à l'inverse de la question du recours, en complément plutôt, de la question du recouvrement de la dette, des impôts, etc. La dette nationale, on va parler ici plutôt de la question du financement de cette dette, son allègement, sa restructuration en fonction de ce cas, et puis aussi de la question du temps, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur sur du temps long ou moyen, avec la question des politiques qui peuvent être mises en place ou pas en fonction du niveau de cette dette. Et puis enfin, on a aussi une cible qui est dédiée aux investissements ciblés, et notamment avec cette cible qui encourage à investir en particulier vers les pays les moins avancés. Vous le verrez, c'est une note, ces 5 cibles sont très riches, avec pas mal d'éléments et surtout des exemples très concrets, notamment de coopération décentralisée, d'aide interacteurs, vraiment, on parle d'établissements d'enseignement supérieur, d'entreprises, de collectivités, d'associations. Donc voilà, on voit que vraiment tous les acteurs peuvent agir sur cette question financière à leur niveau, et c'est là-dessus qu'on a essayé de mettre l'accent et sur lesquels nos partenaires vont sûrement pouvoir dire un mot également, puisque c'est le cas sur en fait tous les sous-objectifs de cette cible. Merci beaucoup, Marie. Pardon, nous allons maintenant donner la parole à Thibault Larose pour Convergence. Vous êtes directeur exécutif de l'association et vous êtes concentré sur la thématique technologie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Votre micro est coupé. Pardonnez-moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, alors effectivement, chez Convergence, pour en dire un mot en introduction, donc Convergence, c'est une plateforme de réflexion, de réflexion, de mobilisation et de plaidoyer qui adresse les objectifs de développement durable et surtout comment faire progresser et accélérer l'agenda 2030 dans son ensemble. Donc on a participé à ces travaux, notamment parce que le fait de renforcer la durabilité de nos modèles, comme l'appel de ses voeux Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, est primordial pour nous. Et parce que on incarne, on a dans notre ADN cette ODD 17 pour un renforcement du partenariat mondial pour le développement durable. On appuie, nous on a travaillé, donc Convergence a travaillé principalement sur la notion de technologie. Donc il y a 5 des 19 cibles de l'ODD 17 qui lui sont consacrées, 3 cibles, pardon, donc la cible 6, la 7 et la 8. Notamment qui souligne la nécessité impérieuse finalement de travailler conjointement sur le champ des nouvelles technologies, sur le champ du partage de savoir et de connaissances scientifiques et technologiques. On est aujourd'hui dans un constat qu'il y a un creusement des inégalités, notamment par rapport à l'accès aux ressources scientifiques, à l'accès aux ressources technologiques, des inégalités entre le Nord et le Sud, mais aussi des disparités de développement entre les Suds eux-mêmes, que ce soit entre villes et zones rurales, entre régions et entre territoires. Donc la première cible qu'on a travaillée, c'est la cible numéro 6 sur la coopération scientifique et technologique, qui finalement se définit autour d'un enjeu clé, qui est le renforcement de l'accès à la science, à la technologie et à l'innovation. En un mot, comment permettre de créer un langage commun qui faciliterait la coopération et l'innovation dans un ensemble de domaines essentiels comme la santé, l'éducation, l'environnement, l'accès à l'information, mais aussi l'accès à certains services qui sont de plus en plus prisés, comme le e-banking ou le e-commerce, qui facilite, on le voit, le rattrapage économique de bon nombre de pays du Sud globalisé, dit globalisé, et parmi eux les pays les moins avancés. Donc on s'arrête sur cette notion de renforcement d'accès à la science et à la technologie en prenant le prisme ici des coopérations Nord-Sud, Sud-Sud, comme dynamique d'intégration et de renforcement de cet accès. Et on voit que toute collaboration, que toute coopération est finalement peut être le fruit d'un travail de partenariat où chaque structure, aussi différente soit-elle, peut influer une dynamique partenariale. Un exemple qu'on prend ici qui est assez concret, c'est une collaboration multipartite entre l'ONU d'un côté, mais aussi bon nombre d'organisations du secteur privé, de la communauté scientifique, de la société civile, pour monter un forum qui s'appelle le forum STI, donc le forum sur la science, la technologie et l'innovation, qui a été lancé par le programme d'action d'Addis Abeba il y a 2 ou 3 ans, je crois en 2018, excusez-moi, afin d'accélérer, d'appuyer sur les champs d'action de la mise en œuvre des ODD. Donc on voit de manière assez concrète qu'il y a beaucoup d'exemples plus ou moins macro, aussi beaucoup plus micro, qui permettent d'accélérer ces coopérations scientifiques et technologiques. Deuxième cible, la 7, s'intéresse, elle, au transfert ciblé de technologies. Elle favorise, donc c'est une cible qui favorise 2 aspects essentiels. Donc d'un côté, un aspect géographique, de l'autre, un aspect sectoriel. Sur le premier aspect,
ça agit clairement en faveur des pays en développement qui sont privilégiés dans cette action et sur des bases arrêtées d'un commun accord. Donc ça, c'est très, très important parce que ça fait partie des lois de commerce et des lois de développement, qu'il y a un commun accord entre différents pays, notamment pour privilégier et donner un régime préférentiel sur ces transferts ciblés de technologie pour les pays en développement. Deuxième axe, et je fais un arrêt sur image là-dessus, il y a une inclinaison très importante en faveur des technologies vertes. Donc, si on parle ici de transfert ciblé de technologie, on va axer sur l'innovation verte, sur la technologie verte, qui représente un marché incontournable aujourd'hui, créateur de richesses, levier de croissance pour tous les pays sans exception. Donc, les technologies vertes impactent, il faut le savoir, impactent positivement la réalisation de plus de la moitié des ODD, donc plus de la moitié des 17 ODD, qui nécessitent des solutions de technologies vertes. En plus de ça, et en écho, en complémentarité finalement à l'agenda 2030, l'accord de Paris sur le climat ajoute l'obligation d'élaborer une vision à long terme dans le transfert de technologie. C'est l'article 10. Et c'est une vision à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Qu'est-ce que ça nécessite ? Ça nécessite d'avoir des dynamiques de coopération et de partenariat prévues sur un planning d'investissement important et ciblé, 2, une mise en place de politiques d'incitation, 3, des feuilles de route pour un accès facilité aux connaissances et à la formation, 4, une adaptation des technologies aux réalités locales, et enfin des politiques publiques qui soient adaptées évidemment. Je prends un exemple là-dessus, c'est celui de l'OMPI, donc l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, qui a créé une plateforme qui s'appelle WePoGreen, que vous pouvez retrouver dans la publication. WePoGreen, c'est estampillé Market for Sustainable Technologies, donc qui est basé sur un partenariat public-privé qui met en relation des innovateurs dans les domaines de la technologie verte, qui les met en relation avec des personnes à la recherche de solutions innovantes, avec des organismes publics et privés qui peuvent soutenir des technologies respectueuses du climat et aussi des experts qui travaillent en la matière. Donc voilà, plateforme WePoGreen accessible à tous en guise d'exemple assez frappant de cette cible. Et très, très rapidement, sans prendre beaucoup plus de temps, mais cette dernière cible sur les technologies, la 8, est assez intéressante en termes de capacité scientifique et technologique. Elle vise à la mise en place d'une banque de technologie. L'objectif 2017 que s'étaient fixé les Nations Unies est un petit peu en retard, mais la banque de technologie sous l'égide des Nations Unies a été créée en 2018 pour lutter contre les fractures numériques. Et la fracture numérique, ça fait écho à l'ODD numéro 9 sur l'industrie, l'innovation et les infrastructures. En chiffres et notamment sur Internet, on voit qu'il y a une croissance forte de l'utilisation de l'utilisation d'Internet. En 2010, on a un taux d'utilisation qui est de 28%. En 2018, on a un taux d'utilisation qui est de 51%. C'est les chiffres Banque mondiale et c'est calculé vraiment sur l'ensemble des pays de la planète. Alors, forte croissance, oui, certes, mais aussi une énorme disparité. Aujourd'hui, on a 83% de l'utilisation d'Internet qui est finalement concentrée dans les pays de l'OCDE, contre seulement 18% dans les pays les moins avancés. Donc, c'est ici, sur cette fracture qui est additionnée par des facteurs de fracture numérique entre territoires, entre sexes, qu'il faut jouer. Donc, comment favoriser la circulation et le transfert de savoir sans discrimination? Comment améliorer l'usage d'Internet pour en faire un vecteur de transmission de connaissances
et de techniques. C'est ce qu'on essaye de voir, notamment avec des exemples sur les logiciels libres, tout ce qui est open source, qui se démocratise, alors certes lentement, mais de manière très réelle, avec une approche qui est hors approche brevetée, hors approche propriétaire. Et enfin d'autres exemples, comme un dernier exemple que je citerai, c'est Research for Life, une initiative de la CNUSED, donc la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement avec l'UNESCO, groupe de 5 programmes de recherche pour faire avancer justement ces capacités scientifiques et technologiques en faveur des pays les moins avancés, surtout, mais pas que, qui travaillent sur la santé, sur l'agriculture, sur l'environnement, sur les sciences de la vie, les sciences physiques et sociales. Donc voilà, c'est autant de sujets sur lesquels Convergence se reconnaît, sur lesquels Convergence porte son objectif zéro exclusion, zéro carbone et zéro pauvreté pour un monde plus durable, pour un monde plus inclusif. Et donc, on est très heureux d'avoir participé à ce travail collectif sur cette publication de l'ODD 17 et très heureux qu'elle sorte aujourd'hui et de vous en faire part à tous. Merci beaucoup Thibaut. Je passe maintenant la parole à Niels Pedersen. Niels, vous intervenez en qualité de président du think tank La Fonda et vous allez nous parler d'une cible bien particulière, la cible 9 qui parle du renforcement des capacités des pays en développement. Et c'est à vous. Merci Aude. Merci au Comité 21 pour cette initiative tout d'abord, et je voulais aussi remercier Bastien Engelbach, coordinateur des programmes à La Fonda, qui a contribué aux travaux et qui nous suit, et qui peut aussi répondre aux questions dans le chat. Alors, nous, on aime bien dire à La Fonda que l'ODD 17 est la clé de voûte des 16 autres, et donc c'est important de rappeler évidemment qu'il ne peut pas être isolé, et Bettina l'a bien rappelé en introduction, mais je pense que c'est important de le redire, puisque il est souvent réduit uniquement à une approche partenariale, mais ce n'est pas suffisant. Et la cible numéro 9, qui est le renforcement des capacités, est un de ces exemples. Ça ne vous étonnera pas que la Fonda, think tank du monde associatif, pour ceux qui nous connaissent, se penche sur cette cible. Alors concrètement, que dit-elle ? Je vais vous la lire. Apporter à l'échelon international un soutien accru pour assurer le renforcement efficace et ciblé des capacités des pays en voie de développement, et appuyer ainsi les plans nationaux visant à atteindre tous les objectifs de développement durable, notamment dans le cadre de la coopération nord-sud et sud-sud et de la coopération triangulaire. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on entend par renforcement des capacités ? Il s'agit donc de renforcer à la fois les compétences, les méthodes, les outils, les processus par lesquels les organisations et les communautés, à prendre dans une acceptation anglo-saxonne, peuvent, et je cite la définition apportée par l'ONU, survivre, s'adapter et prospérer dans un monde en transformation permanente. On pourrait également traduire cette approche par le renforcement du pouvoir d'agir ou l'empowerment. Et à ce titre, j'aime bien reprendre la définition qu'en donnait Jean-Pierre Worms, sociologue et qui a été également président de la Fonda. Il dit « Le pouvoir d'agir rompt avec le déterminisme des formes. Il mise sur l'apport de créativité sociale, culturelle, civique et économique que représente la capacité de chaque acteur social de contribuer librement à la création de biens communs de toute nature à partir de ce qui le constitue comme un être singulier, lesté d'une expérience et d'une appartenance sociale particulière. » Cette cible numéro 9, au sein donc de l'ODD numéro 17, rappelle également que nous sommes tous des pays en voie de développement durable. Ainsi, le renforcement des capacités est un enjeu partagé, à la fois dans une relation nord-sud, mais également sud-nord ou aussi bien nord-nord. Concrètement, comment mettre en œuvre le renforcement de capacités ? Par la coopération, par la transmission, par la mise en commun, et ça a également été dit précédemment, par le partage. On voit d'ailleurs bien que l'interconnexion des ODD au travers de cet ODD numéro 17, puisque la coopération passe évidemment par l'éducation, l'ODD numéro 4, c'est-à-dire par l'acquisition de compétences essentielles, ou encore par des institutions efficaces, et je pense évidemment à l'ODD numéro 16, mais ce n'est évidemment pas une liste exhaustive. Dans cette logique de coopération, on voit aussi tout le rôle des différents acteurs. Les États en premier lieu, et je pense aussi d'ailleurs à l'Agence française de développement qui est un acteur du développement important, aux collectivités, Bettina l'a également cité, au rôle des entreprises
mais aussi au rôle des ONG ou des associations. Pourquoi la Fonda s'est penchée sur cette cible? Parce que justement, notre mission est d'éclairer et d'outiller les coopérations entre acteurs de l'intérêt général. Et on rappelle volontiers la dimension la plus en plus horizontale de la société. Et on voit bien que si on veut atteindre collectivement l'ensemble de cette cible, on doit sortir de nos silos, on doit sortir de nos couloirs de nage, on doit donc coopérer ensemble de manière donc horizontale. Et cet ODD 17 apporte une nouvelle dynamique où chaque acteur contribue à l'atteinte des ODD. Coopérer, c'est donc partager une grammaire commune, et c'est important de partager en commun cette grammaire. C'est apprendre des uns des autres. C'est également transférer des méthodes ou des technologies. Ça a été dit juste avant par mon prédécesseur. Les Anglais parlent volontiers de capacity building, c'est-à-dire transmettre des capacités à faire, et on en revient encore au pouvoir d'agir. C'est également une question d'échelle. On parle souvent du global et du local. Comment faire pour emboîter les échelles? Comment s'adapter au territoire et aux réalités des différents acteurs? Prenons par exemple l'exemple que nous proposons dans la note de coopérer autrement en acteurs du changement, porté par le Comité français pour la solidarité internationale, qui est une ONG de développement fondée en 1960 et qui regroupe 21 organisations actives en solidarité internationale. Elle cherche à mettre l'intelligence collective au service du bien commun. Et je pense que c'est important, on l'a répété tout au long de la matinée, intelligence collective et bien commun. Cette initiative rassemble plus de 200 programmes de coopération qui portent à la fois sur l'insertion, l'éducation, le climat. Le CFCI porte cette conviction que chacun peut être acteur du changement et ainsi acteur de l'agenda 2030. Et c'est important de se dire que nous sommes tous acteurs de l'agenda 2030. Et donc, ces programmes qui s'appuient à la fois sur les ODD, mais aussi sur l'expertise des différents membres. Et je pense par exemple au GERES, une ONG qui est intervenue au Mali pour renforcer les capacités de réponse et de résilience des centres de santé communautaires et de maternité en améliorant durablement l'accès aux services essentiels comme l'eau et l'énergie. Concrètement, c'est un transfert de capacités, c'est un transfert de compétences. Le Nord transfère au Sud un certain nombre de compétences et d'expertise directement sur le terrain. Ce qui est aussi important, c'est de pouvoir documenter ce genre d'approche et qu'elle ne reste pas localisée uniquement au niveau d'un territoire. Et c'est le rôle également du F3E, le réseau d'acteurs et d'actrices de la solidarité et de la coopération internationale qui fédère l'ensemble des acteurs de la coopération internationale. Concrètement, le F3E documente, met en œuvre des outils et des méthodologies. Là aussi, ça a été dit, on parle d'outils et de méthodologies et transmet à ses membres et au-delà de ses membres. Chacun apprend, chacun partage, chacun développe son expertise par un apprentissage entre pairs. Et dans la dimension entre pairs, il y a évidemment là aussi cette dimension horizontale. Ce n'est pas que le Nord qui transmet au Sud, c'est l'ensemble des pays qui se transmettent entre eux leurs propres expertises. Et c'est important de le souligner parce que la réciprocité est évidemment au cœur de cette cible numéro 9. D'ailleurs, paradoxalement, on s'enrichit à partager ses connaissances car elles s'accroissent. Et on voit bien que le partage de connaissances est bien plus riche que le partage de richesses monétaires. Je rappelle d'ailleurs que la priorité de la feuille de route de la France porte aussi sur l'éducation et sur la formation tout au long de la vie pour permettre une évolution des comportements et des modes de vie adaptés au monde à construire, aux défis du développement durable. Et on voit là aussi l'interconnexion des différentes feuilles de route nationales et des ODD. Cette documentation de la coopération est aussi au cœur du programme de travail de la Fonda avec son programme Faire ensemble 2030. Et ce programme vise à la fois évidemment à l'appropriation des objectifs de développement durable par les associations et leurs partenaires. Elle vise évidemment à contribuer le rôle essentiel des associations et des ONG à l'agenda 2030, mais également à outiller des stratégies d'impact collectif au service d'un monde durable. Cette question des compétences est donc cruciale pour tous les acteurs, autant au sud comme au nord. Et cette cible numéro 9 démontre l'intérêt stratégique, vital, oserais-je dire, de la coopération et de la méthode pour le faire ensemble. Merci beaucoup, Niels, pour ces commentaires. Franck Fortuné, vous êtes délégué général de la CIRMA. Vous allez nous parler des cibles 10 à 12 qui traitent de la thématique
commerce. On vous écoute. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de me donner la parole dans ce bel exercice que nous réalisons aujourd'hui autour de l'ODD 17. Alors effectivement, je représente la CIRMA, qui est le regroupement donc des réseaux régionaux multi-acteurs qui sont engagés en coopération et solidarité internationale. Et nous sommes particulièrement impliqués sur cette question de la territorialisation des ODD. C'est pourquoi on a répondu tout de suite favorablement à l'appel du comité 21 pour écrire autour de l'ODD 17. Et ce qui est assez intéressant et je souhaiterais mettre à l'aise les participants, c'est que on a écrit sur cette ODD 17 avec nous aussi une connaissance un peu intuitive pour répondre à cet appel-là. Ça a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'on se dit ah bah oui, l'ODD 17, on peut y participer puisque nous on travaille sur le partenariat, sur le multi-acteur, sur le faire ensemble, etc. Et puis, en fait, on s'est aperçu dans l'exercice qu'effectivement, certes, on parlait de partenariat, mais que l'ODD 17, il y avait pas mal de cibles qui étaient concernées. Et on a hérité, si j'ose dire, dans le tirage au sort de la cible sur le commerce. Alors, j'espère ne frustrer personne, mais les réseaux régionaux multi-acteurs ne sont pas spécialisés dans les questions commerciales et les questions d'économie. C'est pourquoi, dans un premier temps, on s'est dit, bah mince, on fait la mauvaise pioche. Et puis, finalement, en y réfléchissant, on s'est dit, c'est quand même fou qu'on puisse promouvoir ainsi l'ODD 17 et le fait de travailler ensemble, etc., le fait de pouvoir s'ouvrir l'esprit. Et finalement, lorsqu'on n'est pas dans sa zone de confort, on a tendance aussi à vouloir tout de suite, en bon fordiste que nous sommes, à vouloir tout de suite se rapatrier sur ce que l'on sait, sur ce que l'on connaît, sur là où on va avoir une plus-value. Et donc, moi, j'ai abordé la question de la cible autour de la question commerciale, la cible 10 à 12, un peu avec un regard de néophyte, en disant, tiens, en quoi l'ODD 17 participe véritablement de cette construction autour de la cible, des cibles 10 à 12. Alors, pour le faire rapide, parce que le temps aussi, le temps file, sur cette thématique commerciale, l'ODD 17 prend en compte la question d'un système commercial équitable, alors qui est mis en avant comme multilatéral, universel, réglementé, ouvert, non discriminatoire et équitable. Alors je me suis dit, ça fait beaucoup d'adjectifs quand même pour la promotion de ce système commercial, mais c'est vrai que on part aussi un peu de loin là-dessus, peut-être contrairement à mes camarades sur d'autres cibles. Lorsqu'on parle de commerce, on a plutôt tendance à parler de concurrence, de compétition, que de coopération et de coproduction. Donc, cette cible-là, en fait, ces cibles-là thématiques viennent en fait agir comme des mesures un peu correctrices au système naturel de l'économie mondiale, notamment en matière de commerce, et font la promotion particulièrement d'un certain nombre d'espaces. C'est ça que j'ai redécouvert en travaillant sur ces questions-là, un certain nombre d'espaces qui existent déjà et qui visent justement à poser les bonnes questions en matière de réglementation autour des jeux d'import-export, notamment des pays en développement. Parmi ces espaces-là, il y a notamment ce qu'on appelle le cycle de Doha. Alors pour les économistes, ça vous est certainement assez familier. Pour tous les autres, le cycle de Doha, c'est simplement le fait d'avoir un espace et des rencontres à haut niveau pour améliorer les pratiques commerciales, notamment en direction des pays en développement. La bonne nouvelle, c'est que ce cycle-là existe depuis 2001. La mauvaise, c'est qu'il devait se terminer en 2005 avec un certain nombre d'accords clés pour les pays en voie de développement et qu'il continue encore aujourd'hui à exister, bon an, mal an. Et le constat que font les économistes là-dessus, c'est que si cet espace-là existe, notamment sur le cycle de Doha et d'autres, ils obtiennent assez peu de résultats ou des avancées encore un peu trop timides en matière de transparence des règles commerciales ou encore sur les questions de clauses sociales et environnementales. Donc, si vous cherchez intuitivement cycle de Doha sur Internet, le premier mot que vous allez voir associé, c'est le mot d'échec, qui en fait est l'illustration de cette complexité qu'on a à traiter de cet enjeu du commerce international à travers l'ODD 17. Et finalement, c'est plutôt du côté de la société civile et d'un certain nombre d'initiatives qui sont mis en avant dans la note que l'on trouve des innovations ou des vraies luttes pour un meilleur système commercial d'échange plus équitable et plus ouvert.
Les deux autres cibles, la cible 11 et 12, pour aller rapidement sur ces questions-là, la cible 11 et 12 concerne essentiellement des précisions sur tout ce qui est concurrence à l'exportation, tout ce qui concerne l'accès au marché. Là aussi, on a la mise en avant d'un certain nombre d'espaces internationaux qui existent et dans lesquels il y a des enjeux de négociation et de controverses sur ces enjeux de libre-échange. Ce qui est assez intéressant à retenir là-dessus, c'est que finalement, moi, avec mon regard de néophyte, j'étais parti en me disant oui, ce n'est que la promotion du libre-échange, et je m'aperçois qu'il y a quand même des espaces qui existent aujourd'hui où la controverse est peut-être assez peu entendue, mais elle existe tout de même et elle permet de faire émerger des débats intéressants. Et c'est pour ça que la cible 12 met clairement en avant le fait de veiller à des règles préférentielles applicables aux importations provenant des pays les moins avancés, ce qui montre bien qu'au-delà de la libéralisation qu'on peut critiquer et qui est promue par l'OMC, il y a quand même ces espaces de régulation qui existent. Qu'est-ce qu'on doit retenir en fait de ces cibles précisément sur la question du commerce? C'est que tout d'abord, c'est que il y a des arènes de négociation existantes. Il faut aller voir comment elles s'organisent. La deuxième chose, c'est que la promotion à travers l'ODD 17 d'un certain nombre d'initiatives qui vont en ce sens permet d'introduire des mesures correctives, peut-être trop faibles, peut-être pas assez poussées, mais qui ont le mérite d'exister, des appels à la transparence, des appels à des règles préférentielles, et qu'au-delà de ce constat d'échec, il faut qu'on puisse aussi mieux promouvoir les initiatives existantes au-delà des des forums à haut niveau, au-delà des approches institutionnelles sur ces questions-là. Voilà ce que je pouvais dire en 5 minutes sur le sujet. Pardon, j'avais pas rallumé mon micro. Merci beaucoup, Franck. Nous enchaînons avec Valérie Dumontet. Vous êtes vice-présidente du département de l'Aude et vous intervenez aujourd'hui pour nous parler des cibles qui traitent des politiques, de leur cohérence, de leur construction. Qu'est-ce que vous souhaitez souligner sur cet aspect de l'ODD 17? C'est à vous. Bonjour à tous. Oui, je suis de nouveau vice-présidente du département de l'Aude depuis le 1er juillet, suite aux élections. Donc, ravie de me retrouver auprès de vous tous et de pouvoir porter la parole de Cité Unie France. Cité Unie France, pour les personnes qui sont connectées et qui ne connaissent pas forcément tous les acteurs, c'est le réseau des collectivités territoriales françaises qui agissent à l'international, tout niveau de collectivité. Et nous nous sommes impliqués dans ce travail avec coordonné, initié, proposé par le comité 21, puisque au sein de ce réseau des collectivités territoriales, on a constitué un groupe autour des objectifs de développement durable pour explorer deux questions. La question de comment est-ce que, en interne, en France, au sein des collectivités territoriales, on met en œuvre les objectifs de développement durable, et pour ça, on travaille au sein de groupes de travail, notamment avec le comité 21. Et nous explorons comment les objectifs de développement durable peuvent être des éléments pour renforcer, développer, donner un sens différent aux actions de coopération décentralisée. Voilà, ça c'est la façon dont nous on s'applique dans les ODD. Donc, les ODD, c'est effectivement un langage commun, tout le monde l'a dit. Et effectivement, la façon dont on a travaillé avec l'ensemble des organisations qui s'expriment là depuis ce matin montre que le travail en lui-même, tel qu'on l'a fait, est une approche vraiment ODD 17, puisqu'on est sur des multi-partenariats, multi-acteurs, puisqu'il y a à la fois des personnes qui représentent la puissance publique, des ONG, la société civile, et qui représentent des différents niveaux aussi d'intervention, le niveau international, le niveau national et le niveau local et territorial. Donc ça, c'est effectivement un cœur, une des clés de réussite de l'ODD 17. Je voudrais dire, avant de parler des 3 cibles que nous avions tirées au sort, 14, la 15 et la 17, faire une petite explication, parce que j'ai vu que dans les commentaires dans le chat, certains étaient un petit peu perdus, effectivement, sur c'est quoi les cibles, c'est quoi l'ODD 17, et effectivement, il faut être vigilant un petit peu. Quand on a travaillé sur un projet, on est imprégné de ça, on parle un langage commun, et parfois, donc, les personnes extérieures, quand on porte les connaissances, peuvent être perdues.
Donc, il y a 17 objectifs de développement durable au niveau national qui explorent l'ensemble de ce qui fait la vie, donc que ce soit à la fois la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la pauvreté, etc. Donc, il y a 17 objectifs de développement durable. Et là, nous avons approfondi le 17e ODD. Et dans cette ODD, il y a 19 cibles, c'est-à-dire, en gros, on détaille l'ODD avec des objectifs ou des moyens à atteindre qui vont permettre d'atteindre l'ODD 17 qui a pour objectif le renforcement des partenariats comme clé de réussite de la mise en œuvre globale des objectifs de développement durable. Voilà, et ces cibles sont réparties en plusieurs grandes thématiques. Et nous avions des questions structurelles qui concernent les cibles à partir de la cible 14. La cible 14, c'est le renforcement de la cohérence des politiques de développement durable. La cible 15, c'est le respect de la marge de manœuvre, de l'autonomie de chaque pays pour ce qui concerne la mise en œuvre des politiques de développement durable. Et la cible 17, c'est encourager et promouvoir les politiques publiques, les partenariats publics-privés et les partenariats avec la société civile. C'est donc ces 3 cibles dont le Cité Unifrance avait la charge d'organiser l'écriture collective, puisque c'est comme ça qu'on a fonctionné. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a, sur ces 3 ODD, sur ces 3 cibles, il y a des interconnexions. Et je vais ressortir un peu ce qui semble à la fois être le cœur de chacune des 3 cibles, mais qui est aussi un peu en complémentarité et en résonance. Sur la cible 14, on est vraiment sur la mise en cohérence entre les politiques sectorielles. Donc, ça peut être les politiques d'éducation, politiques de lutte contre la pauvreté. Voilà. Souvent, on fonctionne en thématique, donc c'est un peu en silo. Chacun travaille dans sa sphère, dans sa bulle. Il n'y a pas forcément de mise en cohérence entre les thématiques. Or, c'est de plus en plus essentiel de faire de décloisonner et de sortir du silo. La mise en cohérence entre les échelles de territoire. Donc là, on voit bien qu'on est du niveau international au niveau local. Donc, effectivement, les politiques publiques, en tout cas, et la façon, les échelles, les moyens d'agir doivent être effectivement pensés en déclinaison, en articulation, en résonance entre les différents niveaux d'intervention. Chaque niveau ayant sa pertinence pour agir dans un segment. Mais s'il n'y a pas de cohérence entre ce qui se passe au niveau local, ce qui se passe au niveau régional, ce qui se passe au niveau national, alors chacun fait ses petits trucs dans son coin, mais il n'y a pas d'efficience et d'action. Et puis, la mise en cohérence entre les compétences, ça, c'est les complémentarités. Ce qui est, voilà, donc ça, c'est plutôt vraiment l'objectif, la cible 14. La cible 15, on est là en gros, pour caricaturer un peu, comment est-ce qu'on évite l'écueil de l'ingérence dans les différents façons d'agir, c'est-à-dire qu'on peut aller agir sur tel ou tel pays, mais où s'arrête la légitimité à agir, où s'arrête la question de l'ingérence, et comment est-ce qu'on peut continuer à agir malgré des contextes quelquefois qui commandent de ne pas lâcher l'action sur le terrain. Et puis la troisième cible, donc là on est et la troisième cible, on est sur vraiment les partenariats pluriacteurs et comment est-ce qu'on encourage différents partenariats pour la réalisation des objectifs. Les clés de réussite qui semblent vraiment, à mon avis, caractéristiques de ces 3 cibles et donc de la question structurelle de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, c'est créer des collectifs collaboratifs qui ne soient pas forcément institutionnalisés, peut-être même qui ne doivent pas être institutionnalisés pour garder leur souplesse et qui ne soient pas trop liés à des enjeux de pouvoir, donc avec un chef de file qui se positionne non pas en chef de file autorité hiérarchique ou politique, mais en coordonnateur et en travail en mode projet ou en triple liste en fonction de s'il y a l'université ou pas, enfin voilà, en fonction des modèles, si on est plus dans le modèle économique ou dans le modèle social. Voilà, donc travailler en mode projet, donc ça c'est vraiment une des clés de réussite, passer à cet espace collaboratif. Et cette démarche collaborative, elle peut être sur l'espace d'un territoire, mais elle peut être aussi comme mode de travail entre les différentes échelles d'intervention. Deuxième clé de réussite, c'est la démarche inclusive. La démarche inclusive,
comment est-ce qu'on fait des ODD un langage commun, où on décrète qu'il y a effectivement des défis communs et donc des solutions à partager, donc de sortir de la vision qui est encore trop souvent prédomine, c'est le fait que l'Occident a les solutions pour aller aider le Sud. Eh bien non, il faut aussi vraiment aujourd'hui travailler sur les partenariats Sud-Sud, les partenariats Sud-Nord, les partenariats Nord-Nord et bien sûr l'ensemble des partenariats. Donc ça, c'est une des clés de réussite et de la démarche inclusive des ODD. Comment est-ce qu'on fixe un regard commun, un horizon commun et le chemin pour passer de l'état qu'on considère pas optimum à un horizon qu'on considère comme optimum. La troisième clé de réussite, c'est poser vraiment les ODD en amont de toute démarche comme à la fois un langage commun, objectif, la définition de résultats à atteindre et des indicateurs qui vont nous permettre de mesurer que les résultats sont atteints. Voilà, donc je dirais, j'ai essayé de synthétiser sur les 3 cibles que nous avions en charge CUF pour donner quelques exemples très concrets pour illustrer ce que je viens de dire. Sur la question de l'ODD 15, qui est les marges de manœuvre, la non-ingérence, on peut parler de l'accord de Paris sur le climat. On peut parler de ce qui s'est passé aussi autour de la crise du Covid, sur la question de la bataille qui a lieu pour l'accès au vaccin du plus grand nombre et de la démocratisation de l'accès au vaccin. Et pour l'ODD 17, on peut parler des démarches de type programme concerté pluriacteurs qui doivent exister en matière de coopération décentralisée qui regroupe à la fois les États, les organisations de la société civile et les autorités politiques locales. On peut parler aussi des réseaux multi-acteurs qui fonctionnent en France. Il n'y a pas forcément le même fonctionnement à l'international, mais qui sont déjà des façons d'aller un peu plus loin. Donc voilà un peu les différentes le champ sur lequel Citoyenneté France avait à agir avec l'ensemble des acteurs impliqués dans cette belle aventure proposée par le Comité 21. Merci beaucoup Valérie. Je me permets de préciser qu'il y a dans la note énormément d'exemples concrets. C'est vrai qu'on a pris le parti forcément dans le cadre de cette présentation de présenter la note. Maintenant, n'hésitez pas vraiment à télécharger cette note qui a été pensée dans une problématique de répondre vraiment concrètement aux questions que vous pouvez vous poser. Je passe maintenant la parole à Charles Benoît Hetzig, président fondateur du Rameau, qui va nous parler de cet deuxième aspect structurel de la note ODD 17 à travers la question du partenariat mondial pour le développement durable, la question des données et celle des indicateurs. Bonjour à tous, merci au Comité 21 pour cette invitation et surtout pour avoir organisé ce grand travail collectif dont, vous l'aurez vu, il a été fait très en profondeur. Alors, il me revient de commenter les cibles 16, 18 et 19 et je rassure tout le monde, ce sont les dernières, donc on va pouvoir après passer au débat. Mais peut-être que si ce sont les dernières de l'ODD 17, donc quelque part, les dernières des 169 cibles que constitue l'ensemble des objectifs de développement durable, c'est peut-être parce que ce sont celles qui nous rappellent le mieux de l'humilité dont il faut faire preuve pour appréhender l'agenda 2030. Et ce qui est très intéressant avec ces 3 cibles, c'est qu'à la fois, elles fixent un cap méthodologique et à la fois un chemin du jouet collectif dans l'humilité. Le cap méthodologique, c'est 3 mots, hein, cohérence, application et pluralité. Cohérence parce qu'aujourd'hui, elles invitent à avoir une cohérence entre la vision, l'action et les modes de gestion qui sont derrière. Application parce que nous l'avons dit, ça ne peut se mettre en place que dans une approche systémique, tout domaine, tout acteur, tout territoire, les 3 prismes à travers lesquels aborder cette question systémique et structurelle. Et puis, le 3e, pluralité, et c'est peut-être là l'élément moteur et en radicale contradiction avec ce que nous avions connu au XXe siècle, c'est de ne pas faire croire à la simplicité
quelque part d'appréhender de plein fouet le fait de devoir piloter la complexité. Et c'est peut-être ça, dans cette finalement invitation, que ce chemin au jouet collectif est le plus intéressant et qu'il faut le retracer. Alors, le 16, finalement, ce partenariat pour le développement durable est une véritable leçon sur la fragilité, c'est-à-dire elle nous rappelle de façon extrêmement évidente et de façon, j'allais presque dire, de bon sens, ce que nous savons tous, c'est qu'une chaîne tient en fonction du maillon le plus fragile. Et donc, quelque part, si nous ne commençons pas par nous intéresser au maillon le plus fragile, alors c'est lui qui cassera l'ensemble de la chaîne. Et ce qui fixe cette force collective, c'est donc effectivement, et ça a été redit très justement tout au long des cibles précédentes, c'est cette nécessité finalement d'avoir une impérieuse focus sur les pays en voie de développement. Et c'est d'ailleurs sans doute pas un hasard si ce sont eux qui ont réclamé de façon extrêmement pressante à la fin de la réflexion ce 17e ODD. La cible 18 nous invite à faire preuve finalement de lucidité en nous dotant de données précises et peut-être de nous rappeler que avant de vouloir penser le monde avec un A, encore faut-il le penser avec un E et que pour cela, pour éclairer le tunnel dans lequel nous nous engouffrons, nous avons besoin de données qui nous éclairent. Et cet élément-là est complètement déterminant et il est à noter que c'est donc la 168e cible sur 169, mais qu'elle aurait peut-être pu être la première parce que effectivement avoir les données pour pouvoir objectivement prendre des décisions, pouvoir agir et suivre cette action, eh bien évidemment, elle est déterminante. Et la 169e cible, qui est à la fois la 19e cible de cette ODD 17, elle est encore plus évidente, c'est comment pouvons-nous évaluer tout cela, quels sont les indicateurs pour évaluer. Et pour cela, ce qui est intéressant quand on la lit attentivement, c'est qu'elle nous invite à relire notre histoire, la relier à nos enjeux actuels pour pouvoir réinventer l'ensemble des modèles. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps et que je voudrais laisser la place aux questions, pour les exemples, eh bien, ce webinaire était absolument idéalement situé. La semaine dernière, nous avons eu la chance, à travers la 12e rencontre de Cité Unifrance, de voir de très nombreux exemples comment les collectivités territoriales françaises sont déjà dans cette dynamique internationale. Et lundi prochain, jour pour jour et heure pour heure, vous découvrirez la plateforme l'ODD 17 en pratique à travers la 7e rencontre des pionniers des alliances en territoire qui réunit chaque année les 350 catalyseurs territoriaux qui, en France, agissent pour réunir associations, entreprises, collectivités territoriales, services de l'État et acteurs académiques pour pouvoir faire de cette ODD 17 en pratique une réalité en France. Et donc, je conclurai simplement pour vous inviter à relire et réécouter les différents témoignages de la semaine dernière à Cité Unifrance et de participer au prochain, la prochaine rencontre du 12 juillet prochain sur les catalyseurs territoriaux, en disant que finalement, ces cibles 16, 18 et 19 nous montrent bien qu'il ne s'agit pas là d'un fourre-tout institutionnel, mais bien d'une philosophie de l'action, parce que effectivement, avoir conscience que ce sont nos fragilités qui doivent nous guider aujourd'hui, avoir conscience que sans données, nous ne pouvons rien faire, et que c'est ensemble que nous devons réinventer le système d'évaluation mondial, alors oui, cela nous montre que dès aujourd'hui, seule l'action est engagement. Et merci au comité de 21 de nous avoir tous mis en action pour pouvoir montrer à quel point cette ODD 17 est quelque chose de très pratico-pratique. Merci beaucoup, Charles Benoît. Tout à l'heure, Johannes a été coupé en plein milieu de son propos. Je vous redonne la parole, Johannes, un instant. Si vous pouvez essayer de faire rapide, histoire que nous ayons quand même quelques minutes pour échanger. Bien sûr, et merci beaucoup et désolé pour cette mauvaise connexion. J'espère que ça va fonctionner maintenant. Simplement pour terminer, je voudrais bien vous communiquer qu'il y a maintenant les Nations Unies, le système des Nations Unies va lancer des 7 pratiques, les ODD 17,
pour les niveaux territoriaux, c'est précédé pour les UN Habitat et co-précédé par les PNUD. Alors, là, j'invite tous qui sont intéressés et surtout aussi la France et des pays parce que ça sont les premières cibles, mais après aussi tous les autres partenaires qui sont intéressés. Il y a des autres initiatives intéressantes simplement pour faire une référence à les logiciels libres. On a travaillé, par exemple, sur les consoles que vous connaîtrez probablement pour mettre les ODD, pour mettre cet outil console aussi un outil pour l'intelligence collective pour élaborer les stratégies des ODD au niveau local ensemble. On a finalisé maintenant un logiciel libre pour les gouvernements locaux et régionaux qu'ils appellent l'Alliance locale pour les ODD, qui appuyer les autorités locales pour vraiment gérer un peu un autodiagnostic pour les acteurs dans les territoires. Je pense qu'il y a beaucoup des outils qui se trouvent aussi dans la note. Et pour terminer, simplement souligner définitivement le leadership des comités 21 dans l'animation de cette groupe. Et remercie tous les partenaires, surtout aussi les DASCT avec qui on a une coopération importante depuis déjà 7 ans. Et tous les partenaires qui sont impliqués dans la collaboration pour les efforts et faire cette note une outil pertinente, non seulement pour la France, mais dans notre opinion aussi au niveau international. Comme PNUD, on reste bien sûr disponible comme partenaire pour une coopération, pour renforcer et pour attendre les ODD. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johannes. Donc, nous entrons maintenant. Alors, il y a pas mal de questions, il y a pas mal de remarques sur l'aspect concret qui n'est pas forcément suffisamment traité dans ce webinaire. Je vous le redis, la note est téléchargeable dès la clôture de ce webinaire sur le site du Comité 21 et sur le site de l'ensemble des co-auteurs de cette note. Éléonore, Marie, est-ce que vous auriez éventuellement, alors je vois 2 personnes qui ont levé la main. Éléonore, est-ce que tu peux me dire, je ne vois pas forcément qui a levé la main. Je t'ai envoyé les questions directement. Pardon? Je t'ai envoyé les questions directement sur Teams pour que tu n'aies pas à les trier. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il va y avoir des groupes de travail pour tous les autres ODD? Alors, c'est pas prévu dans le cadre du Comité 21 de rentrer, de faire un groupe de travail par ODD. C'est vrai que c'était une démarche particulière pour cet ODD 17 qui est moins un ODD thématique qu'une manière de travailler. Est-ce que surtout alors, je ne sais pas forcément qui a posé la question. Faites-vous une différence entre développement durable et transition? Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait répondre à cette question? Parmi les panélistes. Thibaut, je crois que vous avez coupé votre micro, je vous passe la parole. Oui, merci. Mais j'ai pas de réponse toute faite sur cette question, mais je pense que l'ensemble des acteurs, hein, que ce soit associations, collectivités territoriales, acteurs locaux, vraiment, mais pas que, hein, aussi le tissu économique des entreprises, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les institutions publiques doivent en tout cas tendre vers un développement durable au sens large. Et les transitions, en fait, les transitions sont pas pour moi, ne représentent pas une définition claire, nette et précise, mais par contre, plutôt un axe de direction vers le développement durable, équitable pour nos sociétés. Alors, il y avait une question en particulier pour Franck Fortuné. Quelle est la place d'un commerce équitable dans vos actions qui était reconnu comme outil de développement, que ce soit dans les pays du Sud ou du Nord, lors de la première campagne mondiale des OMD et qui continue à remplir les ODD 8 à 12? Merci pour cette question. Beaucoup de réseaux régionaux sont en partenariat avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire qui elles-mêmes
ont des plateformes de commerce équitable. Et c'est comme ça qu'on arrive à travailler justement de manière multi-acteurs sur les territoires en lien avec ces acteurs. Mais il est vrai que ce ne sont pas forcément des acteurs, j'ai envie de dire, directs des réseaux régionaux multi-acteurs, mais plutôt des acteurs indirects avec lesquels on travaille. Très bien. Xavier Dargueux, vous aviez, je vous avoue qu'on a pris évidemment un petit peu de retard. Je vous propose, Xavier Dargueux, de commencer, de conclure cette présentation de la note ODD 17. Je vous passe la parole et je rappelle à tous que le lien vers la note sera en ligne sur le site du Comité 21 et les partenaires du Comité 21 dès la clôture de ce webinaire et qu'elle est bourrée d'exemples concrets qui répondront à vos interrogations. Nous l'espérons en tout cas. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui. Oui, je vais certainement pas conclure, ce serait très prétentieux de ma part, mais juste peut-être faire part de l'engagement donc du ministère des Affaires étrangères que je représente dans le travail réalisé par Comité 21. Donc c'est pour nous, vous savez que toute l'action du ministère des Affaires étrangères et de la France en général est dans la promotion des ODD et de l'agenda 2030. Comité 21 est un ancien partenaire puisque on a fait en 2018-2019 contribué à la rédaction d'un guide sur la territorialisation des ODD. Donc là, c'était assez concret avec des exemples concrets. Et donc, pour nous, le partenariat, qui est l'objet de l'ODD 17, est fondamental, puisque c'est évidemment le partenariat dit aussi multilatéralisme, mais c'est aussi un des fondements de la politique étrangère de la France, c'est-à-dire de coopérer avec les États, les collectivités, la société civile. Donc, c'est pour ça que le ministère des Affaires étrangères, donc la DAECT, donc qui est la délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales, et aussi une autre délégation, CIV, qui est la délégation pour la société civile, on a tenu à soutenir tant par des exemples concrets que vous trouverez donc dans la note, mais aussi financièrement, la publication de cette note. Pour nous aussi, le partenariat, c'est très, très important puisque c'est la base de la nouvelle loi sur l'aide publique au développement actuellement en débat au Parlement en France, qui s'appelle donc la loi de programmation sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales, qui promeut le partenariat, puisque vous verrez sur Internet, sur le document de travail qui est publié, disponible sur le site du Sénat ou de l'Assemblée, qu'il y a une annexe qui s'appelle le cadre pour un partenariat global, donc qui veut tout dire, et c'est vraiment une nouvelle approche de partir de la base. Enfin, pour nous, à la DAECT, le partenariat, c'est aussi le partenariat donc avec les collectivités territoriales. Donc ça, c'est la partie dont je m'occupe avec Christine Moreau et toute l'équipe. On est une dizaine de personnes. À travers nos outils, on essaie de promouvoir les partenariats entre les collectivités françaises et les collectivités étrangères dans la réalisation des ODD. Donc les 16 autres ODD, on en fait, comme M. Jourdain, notre prose et notre quotidien, puisqu'on finance toutes sortes de projets qui couvrent les ODD. C'est un peu une obligation pour nous de cofinancer ce genre de projet. Et l'ODD 17, eh bien, on essaie aussi de promouvoir ces partenaires. Donc, c'est vraiment l'ADN de la délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales. Donc, je remercie aussi donc le PNUD, qui est aussi un de nos partenaires que nous soutenons, et je remercie le Comité 21 de cette réunion et de cette note qui permettra aussi d'aller plus loin. Donc, avec en même temps les outils de la DAECT, qui sont, on a le guide opérationnel, nos appels à projets, et puis le label Expect, qui vise à promouvoir la compétence des collectivités françaises à l'étranger. Je vous remercie. J'espère que j'ai été suffisamment court. Merci. Merci beaucoup, Xavier. Écoutez, nous avons Bettina qui était censée conclure ce webinaire, qui a par ailleurs un problème de connexion. Je retiens de ce webinaire qu'il y a vraiment deux approches possibles, une extrêmement
concrète et une plus qui était davantage celle qu'on souhaitait avoir aujourd'hui, à savoir de vous présenter le travail qu'on avait fait. Et malheureusement, un webinaire d'1 heure et demie ne suffit pas pour rentrer dans les aspects concrets de chacune de ces cibles. Mais en revanche, la lecture de cette note est vraiment destinée à vous donner des exemples concrets et elle en est plein. Donc, nous vous invitons à télécharger cette note. Je crois savoir que Bettina est revenue. Bettina, je te laisse reprendre la parole si tu es là. Je vois que tu m'écris un message, mais je ne te vois pas à l'image. Ce sont les joies de ce genre d'événements en ligne et des perturbations de réseau. Bettina, est-ce que vous pouvez prendre la parole normalement? Vous m'entendez là? Oui, nous t'entendons. Alors, excusez-moi. Non, mais Aude, tu pouvais parfaitement conclure, tu penses bien. Je voulais simplement, encore une fois, remercier nos partenaires. C'est vrai, le ministère des Affaires étrangères et le PNUD ont été tout à fait importants, comme le Commissariat général du développement durable dans tout ce que nous entreprenons au niveau ODD. Alors, je sens bien la frustration. Moi, j'ai eu une connexion épouvantable, donc je n'ai pas pu participer à tout, mais je sens bien la frustration des questions. Je voudrais vous dire deux choses. Premièrement, sur le plan des principes, les exemples concrets, Aude l'a dit, et puis d'autres intervenants sont vraiment dans la note, mais nous sommes à votre disposition. Quand je dis nous, c'est toutes les organisations qui ont co-rédigé cette note. Nous sommes à votre disposition pour vous en fournir de nouveaux. Ils sont nombreux, ceux qu'on vous donne dans la note, mais il y en a bien d'autres. Deuxièmement, j'entends bien aussi la frustration sur le manque de débat. Ça, nous nous en excusons. Il est tout à fait difficile de faire intervenir tant de monde et de prendre toutes les questions. Je pense qu'il aurait fallu prévoir peut-être un peu plus longtemps. On le saura la prochaine fois. Mais en tout cas, toutes les organisations présentes sont à votre disposition pour continuer le débat. L'ensemble de nos équipes, en l'occurrence Éléonore pour le comité 21, Aude bien sûr, et moi-même, on reste à votre disposition pour faire avancer ce fameux ODD 17 qui effectivement, vous l'avez rappelé, est aussi bien sur le plan international que sur le plan national maintenant, avec la loi. Voilà, écoutez, excusez-nous pour ne pas avoir donné assez de temps au débat. Et merci beaucoup et on se retrouve virtuellement au HPLF et dans nos actions ODD. À bientôt. Un grand merci à tous. À très bientôt.